Du coup, ce que, je vais essayer de vous proposer aujourd'hui, je savais pas exactement combien on allait être et en ligne et en présentiel, mais j'aimerais quand même réussir à vous présenter d'abord, voilà l'outil, comment je l'ai mis en place, l'outil du Théâtre Forum, et les apports méthodologiques dans ma thèse, les réflexions que j'en ai tirées et si on a le temps, si vous en avez l'envie, si vraiment il y a pas du tout d'envie de bouger, de mettre en pratique, voilà, je n'imposerai rien à personne, mais l'idée, ça serait de vous proposer d'avoir un tout petit aperçu, puisque c'est l'air de rien assez court, mais d'avoir un tout petit aperçu du type, de choses qu'on peut faire, avec cet outil-là. Donc, pour faire, très brièvement, l'idée de ma thèse, donc, c'était, de travailler sur, alors, le point de départ, c'est important, je m'intéressais spécifiquement au travail domestique salarié, et c'est notamment les outils d'éducation populaire que j'ai mis en place et un certain nombre de concours de circonstances sur lesquels je vais revenir, qui vont m'avoir amené en fait, à repenser ma problématique, au fur et à mesure. Et donc, le point de départ était tout de même les rapports ancillaires, donc les rapports entre les travailleuses domestiques et leurs employeurs, à travers la question de la dichotomie public-privé. Donc, choix à la fois, d'une discipline et d'un terrain, auquel la question de la dichotomie public-privé a été peu confrontée, puisque c'est une question qui vient à la base plutôt de la philosophie politique. Donc le choix d'essayer vraiment de l'appliquer à, de la sociologie politique, aller voir, vraiment sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut, en dire, de cette bipartition du social-là et choix d'un terrain en Amérique latine, sachant que c'est, voilà, toutes les réflexions théoriques autour de la dichotomie public-privé ont surtout été menées par des chercheuses, des pays du Nord à propos, des États, du Nord. Donc, le point de départ, disons que j'avais une approche méthodologique, est-ce que je l'ai là? Oui, j'avais un protocole, de recherche finalement assez classique avec, voilà, surtout, des entretiens ethnographiques, donc essentiellement au départ, con avec des travailleuses domestiques et je projetais quand même de faire quelques entretiens avec des employeurs-employeuses, mais au départ, disons que c'était un peu, vu comme, secondaire dans mon protocole de recherche. Ça a beaucoup évolué ensuite et j'ai fait de l'observation participante dans une association, qui accompagne les travailleuses domestiques, et qui comporte une agence d'emploi spécialisée dans le travail domestique à Lima, donc qui est une association mixte qui a été formée à la fois par des travailleuses domestiques et des personnes qui, soit sont employeuses, soit sont, ni l'un ni l'autre. Et à la passe, j'ai travaillé, j'ai aussi donc accompagné, fait du volontariat en fait dans cette structure-là et dans, des syndicats de travailleuses domestiques. Alors si ça vous intéresse, pourquoi, il y a une asymétrie, j'y reviendrai, peut-être après. Et dans ce cadre-là, alors très rapidement, pour moi, il y avait, évidemment des enjeux, au-delà des enjeux méthodologiques, il y avait des enjeux éthiques. Pour moi, en tant que chercheuse blanche du Nord, juste arrivée dans cette démarche de je viens dans un pays du Sud en plus avec, pas n'importe qui, quand même, voilà souvent, un groupe qui est considéré comme un peu les opprimés des opprimés, hein, qui sont, femmes, racisées, souvent donc migrantes, rurales, urbaines, ou à l'échelle internationale des migrantes transnationales et de classe populaire. Pour moi, juste arriver, faire des entretiens, enfin: «Allez-y, racontez-moi» et puis je repars, avec il y avait vraiment un blocage, pour moi, c'était pas quelque chose d'envisageable et au-delà de ces considérations éthiques, finalement, je me suis relativement vite, confrontée, à certains blocages sur le terrain, notamment la possibilité de faire des entretiens avec les employeurs où, c'était pas impossible, mais c'était plus compliqué, notamment une fois que les employeurs savaient, que je faisais du terrain avec les travailleuses domestiques. Je me souviens pendant mon mémoire, ça a été vraiment là que je me suis rendue compte que, bah, on était sur des problématiques d'antagonisme de classe donc et qu'il allait falloir faire avec. Hem une dame qui était elle-même employeuse, que de base, bon, je ne cherchais pas à faire, un entretien spécifiquement avec elle, mais elle m'a dit: «Mais, hem, oui, tout est-ce que tout le monde parle espagnol ici?» Non? OK. Bon alors du coup je vais, elle m'a dit: «Mais toi, de la barrière entre les employeurs et les travailleuses domestiques, tu es de l'autre côté». C'était supposément une question, elle m'a dit: «Tu es de l'autre côté de cette barrière-là, quoi». Parce que j'accompagnais des femmes, là, à ce moment-là, c'était en Bolivie, des travailleuses domestiques dans un syndicat et donc j'ai assez vite compris, voilà, qu'il allait falloir que je trouve un peu
des stratégies, détournées, donc notamment, bon, j'y reviendrai peut-être après, mais j'ai fait des entretiens, enfin j'ai fait de l'observation, des entretiens, des méthodes d'enquête avec les enfants, notamment dans des écoles où, voilà, plutôt, huppées, pour avoir donc accès à certaines informations via les enfants des employeurs et employeuses, et petit à petit, donc je vais revenir, ma problématique ayant évolué, la manière aussi dont je présentais mon enquête a elle-même évolué pour, hem, abarcar, pour englober, plus seulement la question de la relation entre travailleuse domestique et employeur-employeuse, mais pour aborder plus globalement, la question du partage des tâches et même de la famille. En fait, au départ, ça a été d'ailleurs un peu une, voilà, une stratégie de, bon, pas tout à fait d'enquête par contrebande, mais voilà, quand même pour cacher un peu, le véritable objet de mon enquête. Mais de fait, au fur et à mesure, c'est vraiment devenu l'objet de mon enquête. Donc il y a eu, voilà, le travail avec les enfants sur lesquels, si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement revenir. Mais notamment, voilà, avec les travailleuses domestiques, j'ai assez rapidement été amenée à, en fait, à répondre à leurs demandes, à essayer de comprendre, voilà, expliquer ma démarche et essayer de voir moi ce que je pouvais leur apporter. Donc des choses qui sont venues assez vite, c'était des demandes, par exemple en Bolivie, dès mon mémoire, c'était à la fois des cours d'anglais, d'informatique et comment c'était formulé exactement? C'était hem, des ateliers, pour la prise de parole en public et la confiance en soi. Donc des choses qui relevaient un peu du, comment on dit? Enfin, du développement personnel avec lequel de base j'étais pas forcément très à l'aise, mais utiliser l'outil du théâtre, forum me permettait, à la fois de répondre à leurs demandes, de moi mettre les choses un peu je vais revenir ensuite évidemment sur qu'est-ce que c'est que le théâtre forum. Mais voilà, me permettait d'être à peu près en cohérence, et donc je vais y revenir après. Il y a quand même eu une rupture, avec le mouvement Ni Una Menos, donc qui a été un mouvement féministe, de base, qui est parti, des questions de lutte contre, les féminicides, et qui a, bon, essaimé, qui est parti d'Argentine, qui a essaimé sur toute l'Amérique latine et qui finalement, a pris à bras le corps, d'autres problématiques, liées aux violences patriarcales. Hem, voilà, donc ce que je vais essayer là d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est de vous permettre de comprendre les dynamiques, en fait d'interaction entre, la dimension méthodologique, les outils que j'ai mis en place qui m'ont permis de comprendre, sur mon terrain en tant que tel, donc les réflexions, comment ça a fait évoluer mes réflexions théoriques et comment, à partir de là, en fait, ça a aussi, amené des grandes réflexions, épistémologiques, et enfin à la fois inextricablement méthodologique et épistémologique, sur comment on fait, de la recherche sur les violences sexistes et sexuelles en particulier et comment on fait de la recherche en général. Donc, pour faire bref, le théâtre, forum, c'est un des outils qui appartient au théâtre de l'opprimé, qui lui-même est un outil qui se base sur les grands principes de la pédagogie des opprimés. Donc qui, pour faire, voilà, très court, est, une méthode d'éducation populaire qui a été conceptualisée par Paulo Freire principalement, c'est la figure la plus connue, évidemment c'est pas la seule, dans les années 60. L'idée, c'était de, construire une relation plus horizontale entre, l'enseignant-enseignante et les apprenants-apprenantes, c'est une perspective, dialogique en fait de l'éducation, et vraiment la question de l'alphabétisation était vraiment au cœur de tout son appareil, enfin théorique et pédagogique. Et certains de ces outils m'ont été utiles en fait, aussi, notamment pour les cours d'anglais qui m'ont été demandés, et même, plus tard dans ma thèse, je me suis retrouvée aussi en fait avec des travailleuses domestiques qui, adultes, qui souvent avaient, arrêté l'école, voilà, très tôt, voire qui n'avaient pas été scolarisées du tout et qui voulaient apprendre à lire et à écrire. Je crois que la plus âgée avait plus de 75 ans, dans un de ces groupes-là. Et donc, là, pour le coup, sur l'alphabétisation, j'étais pas, la prof, mais par contre, je me suis retrouvée finalement, enfin voilà, elle m'a demandé de la seconder, donc à l'accompagner, là-dedans et à utiliser certaines de ces méthodes-là. Peut-être un exemple que je peux vous donner sur le cours d'anglais. En fait, un des outils qu'il utilise, c'est, ce qu'il appelle les mots générateurs. Il va utiliser des mots qui font partie du quotidien des personnes, pour, plutôt que essayer les cours d'anglais ou de langue un peu classiques, on va vous apprendre à genre: «Bonjour, comment tu t'appelles?» et cetera, les règles de grammaire, de conjugaison. Là, c'est vraiment de partir de leur réalité sociale, donc à la fois la réalité, matérielle, par exemple, se baser sur
sur leur environnement, urbain. Quels sont les pubs que ces gens les grands panneaux publicitaires, bon, bah, voilà, les marques, qu'ils, elles, vont être habituées à voir, typiquement les marques de téléphonie mobile, bah, on utilise ça pour, l'alphabet. OK, Viva, bon, bah, ça, c'est un V, ça se prononce comme ça et cetera, voilà. Et donc sur les mots générateurs, il y a aussi la dimension politique. Par exemple, Paulo Freire travaillait avec, je ne sais pas, exploitation, patron, travail et cetera, et ça fait partie des outils que moi que j'ai pu utiliser et par exemple qui étaient, voilà, notamment sur le début de mon terrain où j'avais encore une perspective relativement, enfin voilà, naïve. C'était vraiment la phase encore un peu exploratoire et je sais que le mot qui m'a été demandé spontanément, c'était, comment on dit madame. Mais par contre, on m'a pas demandé comment on dit monsieur. Parce que dans les faits, l'essentiel des interactions entre les travailleuses domestiques et les patrons sont des interactions entre les travailleuses domestiques et les patronnes. Et donc voilà, il y a eu plein de choses qui ont été, très, très riches, autour de ces outils-là, mais c'est pas, enfin voilà, je vais mettre l'accent sur une problématique spécifique. Donc le théâtre de l'opprimé est né, de la pédagogie des opprimés, s'en inspire dans les principes. C'est vraiment, alors est-ce que j'ai mis l'arbre? Oui, je vous mets après. Donc, c'est né, également, au Brésil dans les années 70, donc dans un contexte de dictature militaire. Là aussi, c'est important de mettre l'accent, même si, là je vais pas, voilà, c'est pareil, si on a le temps, je pourrais revenir un petit peu sur comment est née cette méthode-là parce que, voilà, il serait vraiment comment dire? Erronée et notamment dans la perspective qui est la mienne de dire comment, l'éducation populaire et donc les savoirs qui viennent des acteurs et actrices m'ont amené moi à remettre en question, en fait, la littérature scientifique, certaines grandes conclusions de la littérature scientifique ou si ce n'est les remettre en question, en tout cas à percevoir de véritables angles morts. C'est aussi ce qui s'est passé quelque part, par rapport au théâtre de l'opprimé où bon allez, sa troupe faisait du théâtre très marxiste un peu à l'ancienne, quoi. On est l'avant-garde éclairée, le théâtre à la Brecht, je ne sais pas si ça vous parle, mais et oui, c'est pris, dans les dents de manière, voilà, qui l'a secoué. La Ce qui ne va pas avec cette approche-là de on est, des, gens de classe moyenne, urbaine, qui venons, plus ou moins expliquer, au peuple, par exemple aux paysans sans terre, comment ils doivent se libérer. Bon. Donc, voilà, j'avance là-dessus. L'outil le plus, connu, du théâtre de l'opprimé, pardon, c'est le théâtre forum. L'idée du théâtre forum, donc voilà, là vous avez un peu les bases, les racines du théâtre de l'opprimé, donc où il y a la question, voilà, de l'éthique, de la solidarité, ça passe beaucoup par le corps. Je vais revenir là, vous voyez dans les racines, il y a son, mot. Du coup, est-ce que les personnes qui sont en ligne voient le PowerPoint aussi? Oui, OK, super. La question du jeu aussi, de la ludicité, ça c'est aussi quelque chose sur lequel je vais revenir. Voilà, vous avez vraiment à la base le théâtre-image, pour dire très brièvement, parce que c'est un des outils qu'on utilise aussi en théâtre forum, il y a différentes étapes pour construire une scène de théâtre forum. Ça se base, ça peut, en tout cas, on peut utiliser le théâtre-image. Pourquoi c'était le premier outil développé par Boal? Parce qu'il s'est notamment retrouvé à travailler avec des communautés autochtones qui, ne parlaient pas toutes la même langue. Donc comment on les fait travailler ensemble en théâtre, sans avoir, voilà la possibilité de communiquer par la langue? Ben, on va communiquer par les images, par le corps. Donc c'est vraiment, fondamental dans le théâtre de l'opprimé et c'est aussi un des points qui, en fait toute la force à mon sens d'un point de vue méthodologique. L'idée du théâtre forum, pour faire très bref, c'est de partir d'une situation d'oppression réellement vécue, telle qu'elle a été vécue, par les participantes et participants d'un atelier. On la remet en scène, donc évidemment, il y a plein d'étapes avant d'en arriver à ça, mais on la met en scène telle qu'elle s'est passée une première fois, puis on la rejoue et là, les participantes et participants peuvent dire «stop» et venir remplacer sur scène un des personnages opprimés. L'opprimé n'est pas forcément la victime. La victime est opprimée, mais on peut être témoin, et être opprimé dans le théâtre de l'opprimé, en tout cas dans ce cadre théorique-là. Donc ça, c'est un des outils que j'ai utilisé. Bon, je vais passer un peu. Il y a différentes, manières de travailler. En gros, la première, c'est soit on arrive avec un spectacle déjà monté, par exemple, je ne sais pas, on veut travailler sur, la problématique de harcèlement scolaire. Bon, bah, on peut arriver, avoir déjà un spectacle qui est monté, pof, arriver en scolaire et puis du coup, on montre une première fois la scène et là, les élèves, vont rentrer, voilà, sur scène à partir de ce moment-là. Ou on peut avoir un travail beaucoup plus en profondeur où on va vraiment,
passer par tout un tas d'étapes avec un groupe et amener ce groupe-là à monter ses propres scènes de théâtre forum et voilà, intervenir, jouer dessus et éventuellement monter un spectacle. Ce que j'ai été amenée à faire, voilà, avec notamment des mineurs, en service domestique, où on a eu tout un processus, voilà, de construction, de réflexion et qui a abouti, je crois pratiquement à chaque fois qu'on a fait un atelier, il y a eu une présentation, publique. Donc là, pour vous donner un exemple, assez parlant, c'était mon tout premier groupe de théâtre forum, donc avec des mineurs qui étudient dans donc un CEBA, c'est donc un, si vous voulez, c'est une institution scolaire qui permet de prendre des cours du soir, notamment pour des personnes qui n'ont pas suivi un cursus, scolaire classique. Donc elles travaillaient la journée, elles venaient prendre des cours le soir. Et donc, là, on leur demande alors comment c'est, parti? Elles Attendez que je me mélange pas. C'est ça, elles partent, d'une scène, je ne sais plus exactement, là, quel outil j'avais mis en place, parce que je n'ai pas eu le temps de relire, mes notes. Mais toujours est-il qu'elles sont 2, donc 2 adolescentes à, mettre, comment dire? À présenter une scène qui correspond à leur quotidien. Et donc elles se consultent d'abord entre elles et voilà, donc la scène donne, donc c'est, bon, les prénoms ont été changés bien sûr, mais donc Marlénie, vient voir sa patronne. Donc Marlénie est migrante, originaire de zone rurale et elle vient demander à sa patronne, si elle pourrait avoir son jour férié le lendemain, elle voudrait aller voir sa tante. Et là, l'employeuse, en fait, refuse, lui explique, voilà, elle prend le prétexte qu'elle est mineure, qu'elle est, sous sa responsabilité, que ses parents ont confiance en elle et qu'elle peut pas la laisser, echarse a perder, qui est une manière de dire, bon, que voilà, la manière dont je l'ai traduit, je crois, c'est qu'elle ne peut pas prendre le risque qu'elle aille se dépraver, sous-entendu, bon, qu'elle aille fréquenter des garçons, et cetera. Donc elle refuse, mais elle lui dit: «Mais t'inquiète pas, tu pourras du coup, je te laisse ton férié demain, tu pourras te reposer» et donc pof, il y a une ellipse, elles font la scène du lendemain et en fait, Marlénie est en train de dormir, l'employeuse vient toquer à la porte, et elle lui dit: «Ah, je vais faire les courses, tu veux m'accompagner?» Et donc là: «Mais madame, vous m'aviez dit que je pourrais dormir aujourd'hui». Elle dit: «Oui, oui, mais j'ai cru comprendre que tu avais envie de sortir, donc du coup, bah, ça tombe bien, tu vas m'aider à porter les courses quoi, globalement, ça tombe bien. Ton repos va vachement ressembler à ce que tu fais comme travail, le reste du temps. Mais je vais présenter ça comme une faveur». Et donc les discussions qui ont eu lieu, voilà, autour de cette scène-là, en fait, ont révélé il y a énormément d'histoires qui ont émergé. En fait, à partir de ça, toutes les travailleuses domestiques, présentes se sont mises à raconter des histoires similaires, en fait. Donc ça permet aussi, c'est une manière de faire, voilà, émerger les récits et par ailleurs, je vais revenir, mais de ne pas rester, seulement dans, comme on peut avoir dans les entretiens classiques où, on dépose des choses et parfois des choses très difficiles, donc voilà, des histoires d'oppression, hein, c'est quand même très souvent, il y a quelques réflexions là-dessus, en sciences sociales sur le fait que c'est quand même les milieux populaires, qui sont, les plus, enquêtés, donc c'est des histoires, à minima, d'exploitation, très souvent, voilà, d'ailleurs quelle est la frontière entre les 2? Mais voilà, souvent de violence et donc là, de permettre d'avoir une autre étape, de pas s'en tenir juste au récit, mais de leur permettre de retrouver du pouvoir d'agir, sur ces situations-là. Voilà, d'un point de vue éthique, d'un point de vue de la dynamique, il se passe pas du tout les mêmes choses et par ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Hem Oui, alors je vais y revenir, mais il y a le fait de ne pas être aussi dans un face à face, et notamment avec une personne, voilà, de classe supérieure et cetera. Enfin, ou notamment, le fait que la discussion se fasse de manière médiée par les pairs. Alors ce qui ne veut pas dire que, je disparais, en tant que chercheuse blanche, européenne et cetera, mais les dynamiques sont pas tout à fait les mêmes. Heu je ne sais plus, j'avais quelque chose à ajouter là-dessus. Attendez, je réfléchis. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Ah si, c'est ça, pardon. Sur donc la deuxième étape où elles peuvent rentrer sur scène et essayer d'aller se confronter aussi aux employeurs, employeuses. Hem, En fait, c'est aussi très révélateur parce que souvent, même si c'est du théâtre et même si la personne qui joue parce qu'au début, je me disais: «Ah, c'est parce que c'est moi qui joue l'employeuse, en fait, que du coup, elles sont mal à l'aise» ou «c'est le théâtre, c'est la mise en scène théâtrale» et cetera.
où elle, voilà, elle se tordait les mains. Il y en a qui rougissaient, qui me disaient: «Oh là là, je suis stressée», et quand je leur posais la question de savoir est-ce que c'était la configuration de théâtre qui les mettait mal à l'aise, la plupart du temps, ce qu'elles me disaient, c'est que c'était pas ça, c'était l'idée de devoir aller se confronter, en fait, d'aller, dire, à leur employeur, employeuse, voilà, en fait, là, il y a un problème, quoi. Voilà, quelle que soit la manière de le dire, la simple idée de le dire, qui moi m'a aussi aidé à comprendre, enfin, le degré, et la manière dont c'est vraiment incarné cette oppression, dont elle est intériorisée, dont elle est vraiment, dont elle marque très profondément, les corps. Hem Et donc c'est quelque chose, voilà, que j'ai observé aussi quand elles jouaient les différents personnages elles-mêmes, où il y avait, voilà, qu'elles avaient les mains qui transpiraient, les jambes qui tremblent, et cetera. Et donc là aussi où ça a permis d'approfondir de pourquoi, et d'aller réfléchir davantage à la situation de la conflictualité, d'interroger aussi parce que notamment donc à la Casa de Panchita, qui est l'association dans laquelle j'ai fait mon terrain à Lima, notamment il y avait toute une partie, elles ont des formations obligatoires à suivre avant de, enfin elles avaient, parce que depuis le covid, les choses ont malheureusement beaucoup changé, et où on leur donnait des infos, voilà, sur la sécurité, sur il y avait plein d'éléments, mais il y avait aussi, la communication avec l'employeur, avec l'employeuse, et souvent, il y avait, alors évidemment, l'idée qu'il y a un rapport de domination n'était pas, effacée, mais il y avait malgré tout, quelque part un peu un discours de: «Bon, il faut avoir une communication, l'assertividad, enfin, être en capacité de communiquer de manière claire, de poser ses demandes, parce qu'on ne peut pas reprocher à l'employeur ensuite de ne pas avoir compris vos besoins si vous ne l'avez pas exprimé, et cetera, et donc d'aller aussi, voilà, réfléchir un peu à la manière dont les formations, elles étaient faites, et voilà, de trouver, l'intérêt du théâtre forum, c'est que plutôt que de leur donner des outils clés en main, c'est aussi de leur permettre de faire émerger par rapport à leur réalité. Parce que c'est facile de dire: «Non, mais il suffit d'aller leur dire, et ça va bien se passer», alors que dans les faits, quand elles racontaient les rares fois où elles avaient essayé de négocier quelque chose, de dire: «Bah, en fait, là, c'est du travail extra», par exemple, donc ça voudrait dire salaire extra. Mais généralement, effectivement, il y a, les réactions étaient violentes, quoi. Ça peut aller, juste, oser, c'est même pas contester, c'est oser interroger, parfois, une des consignes de travail des employeurs, ça peut suffire à se faire renvoyer, parfois. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des choses, que le théâtre forum m'a permis d'amener, et je dirais, voilà, l'outil, c'est un outil qui s'appelle l'image suisse. Alors, j'aimerais bien qu'on ait le temps de le faire après. Donc du coup, je vais pas vous en dire plus. Ce que je peux vous dire, enfin, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va construire une image avec les corps des personnes, et vous voyez, une espèce de, comme une sorte de tableau humain, voilà, une sorte de tableau humain, et on demande, aux participantes et participants de commenter en disant: «Ça me rappelle le jour où», et l'idée, c'est de commenter avec des choses que ces personnes-là ont réellement vécues. Et en fait, à partir de cette image-là, donc je vais vous dire de suite, il y a pas, voilà, par exemple, là, c'était des groupes où il y avait que des femmes, donc la question du genre en tant que telle pouvait pas être, rendue signifiante par, disons, qui sont les individus dans le tableau. Et il n'y a pas de scène de violence directe, on n'est pas, voilà, on montre pas un coup de poing ou ce genre de choses-là. Pendant cet exercice-là, heu, dès la première fois, il y a eu une avalanche de, ça me rappelle le jour où, et de récits de violence, intrafamiliales, en fait. Beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup, beaucoup remonté, et à chaque fois que je l'ai faite, par la suite, cette technique-là, et où il se trouve que dans la littérature scientifique, la question des violences masculines est complètement à l'arrière-plan. Elle est sur la domesticité. L'accent, la focale est placée essentiellement sur le lien entre les employeuses et les travailleuses domestiques, et donc sur la va donc qui évidemment est pas du tout, remise, en question, dans ma thèse, ni par rien de ce que je vais dire après, sur, la dimension, du racisme et de la reproduction du racisme, à travers la domesticité et la dimension de classe, mais où du coup la question, du genre généralement est présente dans l'introduction. On rappelle bien, oui, c'est un travail de femme, et cetera. Voilà, on a bien la division sexuée, ou socio-sexuée du travail, ça c'est rappelé, mais finalement dans le corps, de l'argumentation, ça passe souvent à l'arrière-plan, et donc généralement, en particulier, souvent quand même on dit: «Oui, bon, il y a des violences sexuelles»,
Mais c'est, dans beaucoup de travaux, y compris des ouvrages entiers sur la domesticité, c'est réduit à une parenthèse ou à une note de bas de page. Oui, le viol, cette peccadille, bon alors, évidemment, on ne peut pas tout aborder, donc il y a des choix qui sont faits, il y a des focales, mais le fait est que dans la littérature scientifique, vraiment plus j'ai avancé dedans, plus j'ai vu qu'il y avait cet angle mort-là, enfin à l'échelle agrégée, il y avait vraiment, c'était pas spécifique à enfin à 1 ou 2 articles quoi, il y avait vraiment cet angle mort-là et moi-même, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure, quand ça a commencé à ressortir à travers les outils de l'éducation populaire et où il y a vraiment eu une bascule avec Nihuna Menos, je vais y revenir, je me suis mise à relire certains entretiens que j'avais déjà eus ou certaines lectures que j'avais faites et où moi-même j'omettais complètement cette question-là, en fait. Et donc finalement, c'est cet outil-là, le fait, que ça soit une image et que justement elle soit très vague exprès, et du coup son caractère polysémique, en fait a permis de faire émerger des choses que moi j'aurais pas fait, que j'aurais pas permis d'émerger, par les questions, que j'amenais. Bon, par ailleurs, la question sur: «Est-ce que vous avez subi des violences sexuelles?» et cetera est toujours, compliquée, on pourra y revenir, aussi. Mais voilà, c'est un outil qui vraiment a fait émerger, cette problématique-là et donc notamment, donc ça c'était aussi, voilà, un de mes tout premiers ateliers. Sur les non, c'était d'ailleurs mon premier atelier, où je leur propose de construire une scène. Justement, il y en a une, voilà, moi les thématiques qui étaient venues, c'est ça me rappelle quand mon père rentrait, bourré à la maison et qu'il était violent, avec ma mère. Et donc je leur propose de construire une scène, d'abord seulement en théâtre-image, c'est pareil, je pourrais vous en donner plus que je sens que je suis en train de dépasser, comme à mon habitude, sur les différentes étapes et donc elles construisent d'abord une scène où il y a pas de mots, et il y a aucun coup qui va être porté. Le plus qu'on va voir, c'est le père qui fait ça, d'accord? Donc je leur fais faire au ralenti la scène. Il n'y a pas de mots, donc il y a pas de hurlements, on n'a pas, la violence physique est pas mimée, mais le seul fait donc on voyait les différentes étapes, c'est bon, il y a le père qui rentre, il commence clairement à s'énerver, il y a une des filles qui essaie de s'interposer, il se retourne contre elle, enfin voilà, où il était dans cette attitude-là clairement menaçante, mais où j'ai pas fait, si vous voulez, je leur ai demandé de s'arrêter avant une scène où on attraperait par exemple au col, parce que par ailleurs, c'est une des choses qui est, fondamentale, enfin un des principes clés du théâtre, forum, c'est on ne fait pas forum quand on a le pistolet sur la tempe, disait Boal, de manière métaphorique, c'est quand on est au stade de la violence physique ou qu'il y a un huis clos, on considère qu'on ne peut pas faire forum. C'est pareil, je pourrais, répondre, à vos éventuelles questions là-dessus. Et en fait, là, juste devant cette scène-là, j'ai eu pratiquement toutes les participantes qui ont fondu en larmes et qui se sont mises à raconter, en fait, qu'elles avaient des histoires similaires, la majorité d'entre elles et un certain nombre d'entre elles qui d'ailleurs avaient, choisi de quitter, le foyer familial à l'adolescence pour fuir ce type de violence-là. Et donc je me suis mise à, bon, regarder, voilà, mes données, regarder la question de la trajectoire de l'entrée en domesticité, un peu sous un regard, neuf, sans encore une fois, évidemment négliger du tout la question du racisme structurel et cetera, hein. Voilà, ces violences-là existent aussi dans les classes supérieures, les femmes qui les fuient ne deviennent pas, travailleuses domestiques, dans leur écrasante majorité. Et de fil en aiguille, donc la question a été amenée à se poser dans d'autres contextes et donc notamment, je crois que je vais finir là-dessus, pour laisser du temps aux questions. Hem, sur ces entrefaits, il y a eu la mobilisation, donc Niona Menos dont je vous ai parlé et notamment, à Lima, ça a été une marche énorme qui a vraiment mobilisé énormément, énormément de monde. Même les organisatrices n'attendaient pas autant de monde et en fait, les cortèges initiaux se sont retrouvés déstructurés. Ce qui fait qu'on a eu des femmes de collectifs et même de milieux, sociaux, assez contrastés qui se sont finalement retrouvées à marcher côte à côte. Et pendant cette marche-là, en fait, j'ai entendu, voilà, discuter donc j'ai rejoint, les femmes de la Casa de Panchita pendant cette marche et où en fait, elles se sont retrouvées avec, des femmes, notamment il y a un collectif de mères migrantes divorcées où c'est tout un tas d'enjeux, où en fait, si elles s'en vont, enfin, en gros, leur enfant appartient au père, même si le père est violent et cetera. Donc bref, il y a plein d'enjeux et puis des femmes qui étaient plutôt des militantes, ou des femmes sensibilisées au féminisme, mais plutôt des classes supérieures, dont certaines étaient clairement employeuses et où en les écoutant parler sur le récit des formes de violence, de l'identité, enfin du type de lien avec les agresseurs, le fait que c'était dans l'écrasante majorité au sein de la famille,
donc notamment des violences sexuelles pédocriminelles incestueuses qui sont énormément revenues, des violences conjugales, sur les modalités de la violence et sur l'absence de justice, y compris donc ça a fait partie des choses qui, moi, m'ont fait un peu bouger, en tout cas dans ces récits-là et puis dans les statistiques qu'on trouve, y compris chez les femmes des classes supérieures, l'accès à la justice est globalement inexistant. Ce qui ne veut pas dire qu'elles vont être exactement reçues de la même manière au commissariat, mais plus des choses, bon peut-être j'y reviendrai, mais des choses, dans ma vie militante en parallèle qui m'ont amenée aussi à aller dans cette réflexion-là et où je me suis dit: «En fait, à force de mettre dans cette littérature-là seulement l'accent, hem, sur, en fait, le rapport ancillaire, on a fini par traiter le couple employeur comme une espèce d'entité homogène». Vous savez, comme notamment, voilà, il y a les travaux de Christine Delphi là-dessus, sur le fait le ménage employeur, comme si c'était une seule entité aux intérêts strictement, équivalents et homogènes. Et donc j'ai commencé à réfléchir, à la question plus d'une manière, disons binaire, mais d'une manière plutôt ternaire, et à aller réinterroger le pôle réellement supérieur de cette relation, tripartite, aller, voilà, regarder pourquoi les hommes sont-ils invisibles? Dans cette littérature-là. Donc en parallèle de ma thèse, j'ai, monté une compagnie de théâtre d'éducation populaire, spécialisée dans la prévention des violences sexistes et sexuelles et je me suis aussi formée en psychotraumatologie. Donc voilà, donc je me suis retrouvée à animer des formations, sur ces questions-là, à la fois, seulement auprès de travailleuses domestiques, mais aussi des formations plus ouvertes, où il y a eu, voilà, à la fois des travailleuses domestiques et des employeuses et des, femmes qui n'étaient ni l'une ni l'autre et d'ailleurs certaines qui étaient mixtes aussi. Hem Et donc à partir de là, voilà, j'ai commencé à recueillir de plus en plus d'informations, en fait, sur les violences, sexistes et sexuelles intrafamiliales et pour faire très bref, à prendre un peu le contre-pied de la littérature scientifique par rapport à la question, souvent quelque chose qui est beaucoup amené, c'est que les employeurs utilisent, instrumentalisent le lien de pseudo-parenté, l'idée: «Ah, elle est comme de la famille, c'est presque comme une fille», et cetera, qu'ils l'utilisent pour exploiter, la travailleuse domestique et notamment pour créer un flou entre rapport de travail et en l'occurrence rapport d'exploitation, et rapport affectif et en particulier pseudo-parenté où du coup on peut aisément à partir du moment où, il y a de l'affect, on peut demander, du travail en le présentant comme un service, comme une faveur, sans qu'il donne lieu évidemment à aucune, remise en question des conditions, du coup, d'emploi. Et donc encore une fois, sans que ça soit 2 explications contradictoires, pour ma part, j'ai estimé qu'on pouvait interpréter, ça d'une manière différente, qu'effectivement, si on comprend la famille comme étant, le fief de la domination masculine et l'endroit où les femmes et les enfants sont les plus exposés aux violences, sexistes et sexuelles, bah, d'une certaine manière, c'est bien parce qu'elles sont intégrées à la famille que, ce rapport de travail-là est considéré, voilà, par toute la littérature scientifique comme relevant de, alors on parle parfois de domination totale, de domination rapprochée, en tout cas c'est un contexte de domination exacerbée et c'est notamment, pas que, parce qu'évidemment il y a l'articulation, genre parce que beaucoup d'entre elles commencent à travailler quand elles sont mineures, hein, comme je vous l'ai dit. Et évidemment, racisme et classe, voilà, on ne peut pas analyser, ces différentes, variables-là séparément, mais toujours est-il que, voilà, moi j'ai proposé une approche un peu différente de la famille et donc tout ceci m'a amené à reconcevoir à la fois ma problématique, mon cadre théorique, mais à terme aussi à remettre en question la manière dont j'estime dont on fait, enfin voilà, de la recherche, sur les violences sexistes et sexuelles, notamment à travers ma formation en psychotraumatologie qui m'a amenée à comprendre certaines choses de manière, un peu, alors attendez, est-ce que je l'ai après? Alors non, pardon, c'est pas, bon, c'était pardon, enfin, on pourra le faire aussi, mais donc les, atouts du théâtre forum, de mon point de vue, sur le plan méthodologique, qui, le premier atout, pour moi, alors notamment au prisme, de la psychotraumatologie, c'est aussi, voilà, c'est comme je dis, tout ça, ça a été, une dynamique de causalité circulaire, hein. Plus je me suis formée, plus j'appréhendais, ma manière de faire du terrain
et les matériaux empiriques que je recueillais d'une manière un peu différente, et plus à amener aussi, de manière rétroactive à me former sur ces questions-là. Et donc, par exemple, la situation de face à face, pour une personne qui souffre de stress post-traumatique, en fait, même si la personne en face est bienveillante, elle peut être réactivante. Il y a des études qui démontrent que même, bon, alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'est donc notamment une structure du cerveau qui s'appelle l'amygdale cérébrale, qui est chargée de la détection du danger, qui est hyper réactive quand on a un stress post-traumatique. En fait, juste être en face à face, même si c'est face à quelqu'un de gentil et souriant, c'est une source de stress. Donc déjà, là-dessus, le théâtre forum, pour moi, a un premier avantage, c'est qu'il évite cette espèce de relation de face à face, ce côté bilatéral où en plus, si, par-dessus, voilà, cette question-là, il y a en plus une, vous voyez, une hiérarchie statutaire, qui existe entre, l'enquêteur, l'enquêtrice et l'enquêté. Comme je disais tout à l'heure, la situation de groupe permet à la fois de médier. Par ailleurs, hem la question, comme je vous disais, la polysémie de l'image, l'approche à la fois, polysémique et dialogique, donc qui est propre à l'éducation populaire et notamment, dans le théâtre de l'opprimé, en particulier dans le théâtre image, permet de faire émerger, en fait, des problématiques auxquelles on n'a pas forcément pensé et en ça, le théâtre forum, pour moi, dans les atouts méthodologiques, peut se rapprocher un peu de l'entretien, non directif ou non structuré, comme aujourd'hui, il est plutôt recommandé, de l'appeler. Et donc, mais en évitant cette situation de face à face, avec en plus tout ce qu'elle comporte au-delà, parce que je pense que voilà, toutes les personnes qui ont fait un peu de recherche savent que par ailleurs, c'est pas forcément un obstacle en tant que tel, que des récits de violence, on en a quand même en face à face. Mais par contre, dans l'entretien et à plus forte raison dans l'entretien non préstructuré, on a un flou sur la situation, d'entretien où, l'enquêteur, l'enquêtrice en dit le moins possible et on se retrouve à facilement être confondu avec un disciple de Freud et avec, voilà, des personnes qui ont été victimes de violences, alors pas seulement, de violences sexistes et sexuelles, mais donc de violences qui se sont retrouvées, ça peut marcher sur tout ce qui est, voilà, violence dans les conflits armés, où souvent c'est des personnes qui n'ont pas du tout eu accès aux soins et qui ont peu de probabilité d'avoir accès à des soins. Et donc se retrouver face à une personne qui les écoute pendant 3 heures d'affilée, de manière, empathique, bienveillante et éventuellement, moi, ça fait partie des choses que je faisais, je pourrais mais voilà, qui donne des outils de compréhension sur le trauma. Bah, la frontière entre l'enquête, enfin l'entretien psychologique et l'entretien sociologique est très floue et donc ça pose des problèmes à la fois éthiques et peut-être je vais y revenir, mais notamment par rapport à soi-même. Moi, je me suis retrouvée en burn-out total de me retrouver j'avais beau, voilà, essayer d'orienter vers les structures, en fait, soit il y a pas de place, soit c'est pas gratuit, soit c'est enfin et cetera et donc du coup, voilà, ça pose, plein de questions, en termes d'équilibre de la relation, en termes de conditions de travail pour soi-même en tant que chercheur et chercheuse. La question du corps, comme je vous ai dit, c'est un outil qui mobilise beaucoup le corps et donc quand on est, sur des choses à forte charge émotionnelle ou alors quand on est sur des questions, voilà, de violences dissociantes comme le sont les violences sexistes et sexuelles, passer par le corps, ça fait émerger la parole, ça fait émerger les souvenirs d'une manière qui est pas du tout la même. Voilà, finalité claire, le collectif de pairs et donc je finirai, promis, cette fois je finis pour de vrai, je finirai là-dessus. Le côté la dimension ludique, là aussi, ce que, j'ai appris à travers la psychotraumatologie, c'est que le jeu est vraiment un des antidotes au quand je dis le trauma, il faut le comprendre comme, étant pas seulement quelque chose de psychologique. Le trauma, le stress post-traumatique, c'est aussi quelque chose d'éminemment physiologique. Ça modifie la manière dont le système nerveux autonome fonctionne. L'état dans lequel se trouve notre système nerveux autonome quand on est en confiance et quand on est dans du jeu, n'est pas du tout, le même et a fortiori, là, la perspective d'avoir un débouché politique, d'un point de vue éthique, ça limite, le risque de renforcer, en fait, le sentiment d'impuissance, de juste on peut avoir des décompensations traumatiques, hein. Quelqu'un qui juste vous dépose une grosse bombe traumatique, qu'elle a et ça, je pense que ça va vous parler, la plupart d'entre vous qui avez fait déjà du terrain ethnographique, «Je l'avais encore dit à personne». Et en fait, de lâcher les gens dans la nature après ça, en fait, on peut avoir il y a des risques de décompensation traumatique et je considère qu'on a une responsabilité, en fait, vis-à-vis de ça. Hem
et donc d'avoir, voilà, cette dimension ludique, le débouché politique limite, le risque de renforcer le sentiment d'impuissance et que le récit, s'il n'est pas accompagné d'une certaine manière, puisse, en fait, retraumatiser la personne et donc aggraver, le traumatisme. Voilà, je m'arrêterai là. Juste si peut-être pour vraiment sur la question de la grounding theory, le l'image qui m'est venue, c'est qu'au-delà, qu'on travaille ou pas sur les violences sexistes et sexuelles, le caractère tabou de ces violences-là, et tous les obstacles qu'il y a à l'émergence de la parole, le fait d'avoir peur d'être revictimisé et cetera, ça quelque chose que j'ai fini par observer aussi, c'est que les victimes vous testent avant de lâcher, ce genre d'informations-là et par exemple, elles vont voir comment vous réagissez au récit de violence d'une autre personne de leur entourage proche et si juste on est dans la neutralité axiologique de faire: «Mmh mh, ah, mmh» ou même si on est en train de prendre des notes à ce moment-là, enfin quelque chose qui, pour vous relèvera d'une autre face à une victime, ça va ressembler beaucoup plus à de l'indifférence et c'est déjà, ce que et en particulier aux victimes de violences sexistes et sexuelles, ce que la société leur oppose au quotidien donc ça va les dissuader de parler et donc voilà, l'image que je prenais, c'est que les violences sexistes et sexuelles, si on n'est pas en train explicitement de les chercher, il y a très peu de chances qu'elles émergent et qu'on comprenne que sur certains terrains, ce qui était mon cas au départ, où on ne s'attend pas forcément à ce que ça soit signifiant et que ça ait un rôle parce que c'est aussi venu, moi ça m'a aidé à comprendre aussi certains aspects de la conflictualité et de la violence exercée par les employeuses sans la réduire du tout à ça, mais que notamment, en gros, quand le mari est violent avec la travailleuse domestique, ça a tendance à exacerber, heu, la domination exercée par l'employeuse, en fait, sur l'employé, notamment autour d'enjeux de sexualisation, de désexualisation et cetera. Hem et donc voilà, l'idée que je voulais amener, c'est que ces outils-là, ils peuvent permettre de faire émerger des thématiques, dont on ne s'attend pas à première vue qu'elles aient, comment dire? Un rôle structurant sur notre terrain. Mais par contre, ça permet à mon sens de pas, fermer la porte à ce que ces questions-là émergent. Et cette fois, ça y est, j'arrête de parler. Merci pour votre, écoute. Est-ce qu'il y a des questions peut-être d'abord? C'était sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Après, on peut avoir, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, alors je réfléchis si ça je l'ai fait sur le oui, je l'ai fait sur le terrain, sur le, j est-ce que je l'ai non, je l'ai pas là, je l'ai peut-être sur mon autre PowerPoint. Mais, un autre outil que j'ai utilisé, c'est un outil donc d'éducation populaire qui s'appelle la fresque d'émergence aussi, où, pareil, on met un mot-clé au milieu, sur une fresque vierge et tout le monde va occuper, voilà, va prendre sa place autour de la fresque et va pouvoir produire quelque chose de très libre. L'idée, c'est vraiment de fournir qu'on puisse faire du découpage, du collage, ça peut être un récit individuel, ça peut être juste une pensée, ça peut même être quelque chose de complètement abstrait, mais qui soit en lien avec la thématique. Donc par exemple, j'ai beaucoup fait ça autour de la question du consentement où, voilà, ça dépendait, même si disons, le thème de l'atelier ouvert, c'était, je sais pas, consentement et stress post-traumatique par exemple. Bon, bah, les participants choisissaient de mettre, égalité, de genre ou égalité femmes-hommes ou voilà, la famille et cetera et donc autour de ça, les personnes produisent, quelque chose qui vraiment va être le plus libre possible, qui doit être enfin graphique, ça va être écrit ou comment dire? Enfin une image, que ça soit dessiné ou découpé, collé et cetera. Et à partir de là, voilà, de chaque personne va choisir une production qui n'est pas la sienne, expliquer pourquoi ça l'a touché et cetera et donc ça, que ça soit, parce que c'est le type d'atelier que j'ai mis en place aussi spécifiquement sur la question du partage des tâches ménagères ou plutôt non-partage des tâches ménagères, et sur, voilà, sur les questions de violences, sexistes et sexuelles en général et ça, par exemple, c'était des ateliers de 3 heures en général. Je fais pas d'atelier, que ça soit dans le cadre de la recherche ou, dans le cadre, enfin, voilà, de mes autres activités, de formatrice et d'animatrice de moins de 3 heures parce que c'est vraiment, le temps que ça prend avant de construire une dynamique de groupe, et de pouvoir avoir quelque chose, voilà, de passer un peu au-delà de l'inhibition, puis de faire émerger. Il y a plein de petits exercices, que si on a le temps, voilà, j'aimerais bien essayer de vous faire, goûter un tout petit peu à ça, ce que ça peut être.
mais qui permettent déjà de faire émerger des problématiques, voilà, de faire émerger déjà un petit peu la parole. Donc mais pour obtenir, je vous ai vu, pour, arriver à ce qu'un groupe puisse produire, lui-même un spectacle qui va être montré à d'autres personnes, ça, c'est un processus quand même de plusieurs semaines, ouais. Donc la question c'est, quel est l'impact des ateliers sur le consentement, sur la vie des travailleuses domestiques? Hem, je dirais que le premier, en fait, c'est comprendre et mettre des mots sur des choses. Il y en a un certain nombre, qui sentaient bien confusément qu'elles avaient vécu des viols conjugaux, enfin que ça allait pas, heu et déjà pouvoir mettre les mots dessus et pouvoir en fait être entendues dans le fait que ça avait laissé, voilà, des séquelles. Alors évidemment, elles le vivaient pas toutes comme ça, mais un certain nombre d'entre elles pouvoir être entendues et reconnues comme victimes, heu, comprendre même qu'elles pouvaient se nommer comme telles, c'était vraiment, quelque chose de, qui est passé par ces ateliers-là. C'est tellement, je sais pas comment dire, il y a tellement un avant-après dans la perception de sa trajectoire de vie, que souvent, même si je les orientais vers la thérapeute de la Casa de Panchita, souvent elle revenait quand même vers moi, mais en tout cas avec cette possibilité de suivi-là. Donc quand même de recevoir des soins gratuits, qui est pas négligeable, mais je dirais que presque en termes de prise de conscience et de la manière enfin du coup la manière dont elles se perçoivent elles-mêmes, c'était notamment en tant que mère. Beaucoup d'entre elles avaient eu, voilà, des enfants qui avaient été victimes, par exemple, victimes quand elles avaient, laissé leur enfant, à la garde d'une autre personne. Et donc ça, c'est une grande problématique, hein, dans le travail domestique. Ce sont des femmes qui vont souvent prendre soin des enfants des autres, mais qui, ce faisant, vu les horaires, et les conditions de travail, font qu'elles ne peuvent plus prendre soin des leurs, même si souvent elles travaillent, enfin voilà, pour nourrir leurs enfants et très souvent avec l'idée de pouvoir leur offrir, voilà, un avenir meilleur et cetera. Donc évidemment, elles en prennent soin de cette manière-là, mais au quotidien, c'est pas elles qui peuvent, s'en occuper une bonne partie du temps et une culpabilité énorme et d'ailleurs, souvent, elles l'ont laissé à quelqu'un d'autre de la famille et voilà, bah, là aussi, les violences venaient le plus souvent de la famille. Donc voilà, je dirais que ça a été ça, c'est pouvoir comprendre, nommer. Des choses qui m'ont été rapportées aussi, c'est à la fois mon vis-à-vis de leur fille, mais aussi vis-à-vis d'autres femmes autour d'elles. Très souvent la socialisation des femmes à prendre soin d'eux faisait que presque avant, ou simultanément, à la compréhension de ce que ça venait, réparer chez elles, elles pensaient directement à qui elles allaient pouvoir aider en leur expliquant, voilà les mécanismes, du stress post-traumatique et cetera. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Ah oui, d'accord, ça a pas, d'accord, des choses c'est pas la question de la véracité des informations, c'est pas du tout là-dessus, c'est plutôt effectivement dans la pratique du théâtre, d'être dans le jeu ou dans l'imaginaire, ce que ça peut révéler, heu, d'un point de vue de la recherche, enfin ce qu'on peut en tirer de ça, c'est ça la question? Alors c'est une bonne question parce que de vous entendre la poser, je ça me Hem, ça résonne et je pense qu'il y a eu des moments où effectivement, sur le terrain, je me suis dit que ça révélait, des choses dans ce qu'elles étaient en capacité, attendez, il faut que je réfléchisse, si, ça je l'ai pas fait, je crois, trop avec les travailleuses domestiques parce que je trouvais ça trop dur, je vais peut-être y revenir après. Hem, je réfléchis avec qui j'ai pu le faire, mais avec des ados notamment. Hem je vais y revenir après, mais certaines techniques, enfin de voir effectivement les frontières de ce qu'on s'autorise à s'imaginer, notamment comme, heu solution, voilà, idéale ou d'endroit où on pourrait être dans l'avenir. Effectivement, c'est révélateur. Par contre, je vais peut-être pas prendre dans l'ordre, mais je l'ai pas utilisé dans ma recherche, en tant que telle. Enfin, je j'ai pas souvenir,
Mais bon, ma thèse fait 1050 pages, donc il se peut que là, pendant que je viens de la compiler très rapidement sous vos yeux, que j'ai oublié certaines choses, mais je ne crois pas l'avoir utilisée. Par contre, il y a par exemple un jeu qui, c'est quoi qui est un truc qui est là? Typiquement celui-là qui est très intéressant, où c'est alors attendez, où je suis en fait, on dispose, attendez, je réfléchis parce que du coup, je suis en train de me demander si je vous fais pas faire ça. Hem, non, je pense qu'on n'aura pas le temps, parce qu'il y a quand même un bon petit groupe. Mais on place, comment dire? De manière, on va modifier l'espace. Là, par exemple, je pousserai toutes les tables, toutes les chaises et puis je vais mettre au milieu, par exemple, il y a une chaise, ou une table avec une chaise au-dessus, et donc la question, c'est par exemple où j'ai l'impression de me situer aujourd'hui dans la société, ou bon, il y a différentes manières, différentes variantes de cette activité-là, mais où est-ce que, je voudrais être dans tant d'années? Où est-ce que je voudrais surtout pas être? Où est-ce que j'ai peur d'être dans un certain nombre d'années, et cetera. Et là, la manière dont les gens font sens de l'espace, c'est vraiment très, ce qui ressort est très, très intéressant, ce que les personnes s'autorisent à imaginer, que ça soit dans le pire ou dans le meilleur. Hem, voilà, apporte un certain nombre d'éléments. Alors je ne sais pas si c'est exactement encore dans ce que, si je réponds tout à fait à votre question. Celui-là, je ne l'ai pas fait avec les travailleuses domestiques parce que sachant la faiblesse de la mobilité sociale dans ce secteur-là, voilà, moi je trouvais ça, violent, de leur faire faire cette activité-là. Mais donc souvent la manière dont on le fait, d'abord, c'est tout le monde en groupe en même temps et après on propose aux personnes, voilà, de passer une par une et de retracer le parcours et de se mettre à l'endroit et donc souvent il y a des émotions, fortes qui émergent, qui seront pas du tout les mêmes, voilà, pour avoir pu fait des participer à des ateliers un peu similaires où on est juste en cercle et tout le monde, voire pire, où on est, en rang et face, à un formateur, une formatrice. Les gens se mettent pas à il y a pas des larmes qui ressortent à ce moment-là, vous voyez? Alors que là, de se retrouver à mobiliser le corps, hem, voilà, il y a des choses qui ressortent pas du tout de la même manière. Donc il y a de l'émotion et avec l'émotion, il y a des parts de tranches de vie, qui sont signifiantes. Dans les jeux, en fait, je dirais peut-être que dans les jeux, effectivement, il y a des jeux où on va, je sais pas, pour aller justement, les amener une première étape pour penser différemment. En tout cas, dans la théorie du théâtre de l'opprimé, c'est aussi, se mouvoir différemment. Donc on va les faire, je sais pas, se déplacer de certaines manières, il y a des jeux, voilà, où vraiment on fait appel à l'imaginaire. Je sais pas, je vous donne un exemple, bon ça c'est ça ce que j'ai pu faire sur des ateliers longs, où vraiment il y a tout un travail aussi sur le jeu, occuper son personnage parce que l'air de rien, c'est très dur, en particulier quand on est soi-même, opprimé. Et a fortiori, je dirais pour les filles et les femmes, parce qu'on a été socialisées donc à prendre soin, comme je le disais. Jouer le rôle de l'oppresseur, c'est très, très compliqué, souvent pour les femmes, même si c'est du théâtre, c'est très compliqué. Donc il y a plein de jeux et d'exercices qui peuvent permettre d'aller travailler, sur cette question-là et de voir les choses qui ressortent, c'est voilà, même si ça a l'air d'être complètement farfelu, il peut y avoir des choses, très intéressantes. Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? J'en ai plein qui viennent, mais la manière de se positionner, qu'est-ce qu'on considère comme étant de irrévérencieux ou pas? Par exemple, il y a un exercice où je sais plus il y a Amsterdam dedans parce que c'est là que le jeu a été inventé, mais je sais plus, où il y a une personne, qui est devant, qui se déplace et qui, on lui donne un rôle, voilà, qui va être, bah, par exemple, là, je leur dis: «Bon, imaginez, c'est vos patrons, enfin, c'est votre patron et ils marchent et donc elles sont toutes derrière à la queue leu leu et puis elles peuvent faire ce qu'elles veulent derrière, tant qu'ils regardent pas et d'un seul coup, la personne qui est devant va se retourner et il va falloir qu'elle trouve une manière de faire en sorte que le patron ne se rende pas compte qu'elles étaient en train de bon, je vais rester polie en disant tirant la langue, mais voilà, ce genre de choses, par exemple, oui, permet, voilà, on est dans l'imagination, on est dans le jeu vraiment, mais permet quand même d'aller explorer, des choses et peut-être, qui se rapproche plus de la réponse à votre question, il y a aussi, voilà, je pratique aussi le conte et on a fait, voilà, avec des amis de là-bas, on a fait quelques spectacles de contes
et les, réactions qu'il y avait notamment, enfin à la Casa de Panchita, mais aussi dans des centres, justement, là où les travailleuses domestiques, enfin les centres scolaires où des travailleuses domestiques prennent des cours du soir. Et là aussi, souvent après les contes, on avait, des récits, qui émergeaient de ça. Voilà, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a rappelé ce qui m'est arrivé quand j'étais petite fille et cetera. Donc, voilà, c'est pas exactement je crois que c'est pas exactement la réponse à votre question, mais si je conjugue à la fois la question de l'imaginaire, de la fiction et de la recherche, c'est ce qui s'en rapprocherait le plus, ce qui fait le plus la passerelle, voilà. Mais, totalement, hein, d'aller travailler vraiment, enfin, dans d'autres contextes. Voilà, je sais pas, j'ai travaillé avec des enfants vraiment sur de l'accompagnement à l'écriture, de la réécriture antisexiste de contes et cetera, et là, si j'avais fait une recherche avec ce groupe-là, il y avait plein de choses qui pourraient ressortir, complètement, ouais. Dans ce que les enfants s'autorisent à imaginer et pourquoi, et quand on cherche à: «Ah bon, et pourquoi là, ça serait un ogre plutôt que telle chose?» Il y a plein de choses, il y a plein de choses à aller creuser, et notamment un peu dans le sillage de Julie Pagis et Wilfrid Ligné sur comment on fait de la recherche avec les enfants. Je pense qu'il y a vraiment plein d'outils, à élaborer, qui se baseraient un peu sur la fiction. Je pense qu'il y a vraiment des très beaux terrains, à faire, voilà. Non, ce que je pourrais vous dire, enfin effectivement, dont j'ai un peu parlé au début, c'est que pour moi, je sais pas si j'aurais fait de la je sais pas si j'aurais fait de la recherche exactement de cette manière-là, je pense que oui, mais peut-être que ça serait arrivé moins vite, si j'avais pas été, voilà, dans un pays du sud, avec une conscience, déjà, enfin voilà, une préoccupation à la fois, féministe et antiraciste, à me poser la question avant même de commencer mon terrain, de comment je fais pour pas juste être, celle qui vient, qui prend, qui se sert et qui repart, pour faire avancer sa carrière. Pour moi, c'était vraiment, notamment j'avais mis un article enfin voilà, la référence d'un article de Daphné Pataille qui parle, voilà, notamment un peu de ces problématiques-là. Et donc pour moi, il y a eu cette, conjonction de ces préoccupations, éthiques et politiques-là, et de difficultés en fait qui sont souvent c'est ça, hein, les innovations méthodologiques, c'est face à des blocages sur le terrain, on cherche un peu des chemins de traverse, et moi ça a été via les chemins de traverse. Bon, bah, je peux pas rentrer par la porte, OK, quelles sont les fenêtres que moi avec les outils que j'ai, que je suis en capacité d'ouvrir? Voilà. Donc, d'ailleurs, c'était pas forcément, en fait, je dirais presque plus que le théâtre au départ, c'était l'éducation populaire. C'est juste que finalement l'éducation populaire, moi, la manière dont j'ai fait, ça a été beaucoup d'éducation populaire théâtralisée, et je pense qu'il y a vraiment une très grande richesse dans ce que ça crée, dans le théâtre forum. Enfin, vraiment, c'est vrai que ma découverte avec cet outil-là a changé beaucoup de choses dans ma manière de faire, de me projeter, dans le futur aussi, de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Enfin, c'est vrai qu'il y a vraiment eu quelque chose de fort pour moi, dans la rencontre avec cet outil-là. Hem, mais voilà, dans les choses aussi, ça a pas été que simple, hein, parce que, du coup, moi, j'étais à Sciences Po, et alors les méthodes d'enquête alternative à Sciences Po, enfin la recherche, parce que finalement ma recherche a fini par, prendre des allures de recherche-action, et ça, disons que si j'avais été à Paris 8, ça serait mieux passé, je pense. Ça a fini, je me dis que c'est bien, ça a créé un précédent et que j'espère que ça sera moins dur pour, celles qui viendront après. Mais non, ça a pas été, en tout cas, j'y ai pas du tout été encouragée, par ma formation,